sur le terrain pour permettre d'avoir un diagnostic certain par rapport à la maladie. Nous avons également un fonds de solidarité qui est là. Si les pays font des demandes, nous apportons un appui financier. On est en contact avec le directeur du Nigerian CDC, un contact journalier sur la question épidémiologique par rapport au choléra et à la méningite. Donc nous travaillons de parfaite harmonie avec le Dr Chikwe qui est le directeur du Nigerian CDC et pas plus tard hier matin, nous avons échangé sur la situation pour voir les actions que nous devrons mener ensemble. Pour l'instant, la situation ne nécessite pas une intervention régionale de notre part, selon les informations que nous avons à ce niveau-là. Nous travaillons également avec le WAPMA, l'association ouest-africaine des producteurs de médicaments. Nous avons fait tout récemment d'ailleurs une tournée dans tous les pays pour positionner davantage la question des médicaments. Nous étions au Libéria où nous avons rencontré son Excellence Madame la Présidente de la République pour qu'elle fasse les plaidoyers lors du prochain sommet pour vous dire combien ce thème est important pour nous. Et on a besoin au cours du prochain sommet de discuter de cette question, de la conférence des chefs d'État qui aura lieu le 4 juin ici même à Monrovia. Cette question sera abordée pour être discutée et voir quelles sont les résolutions qui seront prises. Mais encore une fois, nous l'abordons dans le sens de la santé. Or, c'est une question transversale qui exige une collaboration intersectorielle. La douane, la police, la justice, les agents d'immigration pour la libre circulation, etc. Tous ces éléments doivent être pris en compte pour une réponse appropriée à cette question. Toujours par rapport aux questions de législation, nous travaillons avec les pays sur les législations. Il y a des pays qui nous ont demandé, par exemple, à notre plan pharmaceutique national, donner les informations qui permettent d'édifier les États pour l'élaboration de certaines législations spécifiques au niveau des pays. Mais nous nous reposons encore une fois beaucoup sur les autorités de régulation qui font ce travail au niveau des pays et qui travaillent avec les laboratoires de contrôle de qualité et qui travaillent également sur les questions d'exonération des matières premières pour la production de certains médicaments, qui travaillent également sur la bioéquivalence et la biopharmacie. Ce sont des termes un peu techniques, mais sur lesquels je n'ai pas voulu aborder tout à l'heure. Les questions de certification et de pré-certification que nous avons mis en place. Et la stratégie même régionale harmonisée en matière de pharmacovigilance, sur lesquelles nous travaillons dans tous ces pays-là, pour renforcer l'ensemble des dispositifs qui est mis en place pour réguler le système pharmaceutique régional. Quels sont les succès que nous avons pu aboutir? Certes, il y a des succès, mais ces succès sont très faibles par rapport à l'ampleur du problème. Comme je vous l'ai dit, vous avez vu tout à l'heure l'étalage des médicaments dans les marchés. C'est une question qui relève de nos pays. Il faut que nos pays mettent en place des systèmes qui permettent de lutter efficacement. Nous, au niveau de l'OAS, nous donnons en quelque sorte les guides globaux pour aider nos pays à mettre en œuvre ces politiques dans les pays. Nous ne sommes pas là nous-mêmes en tant qu'acteurs sur les pays. Nous sommes un organe régional d'appui, de conseil, de guide, quitte maintenant au pays d'appliquer ces résolutions qui sont prises au niveau régional et les transformer en législation nationale, en politique nationale de lutte contre les médicaments contrefaits et contre les marchés illicites. En termes de succès, il y a eu quelques succès. Dans certains pays, il y a eu des politiques qui ont déjà été mises en place, qui ont permis de saisir d'importants médicaments et de les brûler. Il y a eu des législations qui ont été mises en place. Il y a eu des laboratoires qui ont été construits pour permettre de mieux contrôler la qualité de ces produits. Il y a des pays aussi qui ont mis en place des systèmes d'exonération des matières premières qui permettent de booster la production locale de ces produits, etc., etc. Donc il y a des cas de succès qui sont enregistrés, mais la globalité de nos pays se situe entre 7 et 10%. Pour ce qui est des produits génériques, nous favorisons la production des produits génériques. Pour avoir l'accès aux médicaments, il faut que nous ayons le droit de propriété intellectuelle qui nous permettent par la suite de produire des produits génériques. Les produits génériques
dans beaucoup de nos médicaments, les médicaments essentiels génériques, on les considère comme des médicaments de deuxième zone. À la vérité, ce n'est pas le cas. C'est parce que nous sommes omnibulés par l'industrie pharmaceutique qui veut nous amener à acheter les médicaments. Par exemple, pour le paracétamol, je vous donne un exemple. Le paracétamol dans sa plaquette simple, où c'est écrit paracétamol 500 mg, vous l'avez à peut-être 100 francs CFA. Le même paracétamol, il suffit qu'on l'appelle Doliprane ou Efferalgan ou Doli ou quelque chose d'autre, et puis il devient la même boîte avec le même produit, il devient à 3000 francs CFA. Donc, ne nous laissons pas, ne nous prenons pas dans les pieds de l'industrie pharmaceutique, justement, des grands pays qui viennent nous présenter les mêmes produits, en fait, avec la même qualité, mais sous un emballage différent et nous les vendent à 10 fois plus cher. Quand maintenant un médecin, je raconte toujours, parce qu'en tant que médecin, les parents viennent me voir pour certaines maladies. Quand je leur dis, allez-y prendre des paracétamol, ils me disent, non, toi tu n'es pas un bon médecin. J'ai fait voir un autre, il m'a donné Doliprane, vitamine C, je l'ai pris. Mais je lui dis, regarde la composition du médicament. Ouvre les papiers, tu regardes. On ouvre, on regarde les deux. Tous les deux produits sont composés par les produits de base qui s'appellent toujours paracétamol et qui est à 500 mg. Aucune différence entre les deux produits. Donc, il faut que nous travaillions sur ces éléments, et ça je voudrais répondre au député du Nigeria qui a parlé de la sensibilisation qu'on doit faire auprès de nos communautés pour qu'ils comprennent que ces produits génériques, essentiels génériques, est un produit de bonne qualité s'il est fabriqué dans les normes bien sûr, et qu'il peut faire guérir les maladies autant que cet autre produit. C'est comme l'amoxicilline qui a plusieurs noms, alors que l'amoxicilline de base, la plaquette de 10 comprimés coûte 200 francs CFA. Donc c'est pour vous dire que nous avons beaucoup à faire sur tous ces tableaux. Les gens qui font des médicaments, c'est d'abord des commerçants. Ils cherchent des profits. Ils cherchent des profits. Donc ne tombons pas dans leur piège en voulant aller coûte que coûte payer ces produits qui sont dans les grandes pharmacies, alors que nous avons des produits essentiels, génériques, qui répondent à presque 80% des préoccupations de santé publique qu'on peut utiliser. Et ça, j'ai répondu un peu à l'honorable Georges Weah, je pense, par rapport à comment nous faisons pour que les produits de santé soient abordables et que ces médicaments soient moins chers. Ces médicaments, pour qu'ils soient moins chers, les mécanismes qui sont mis en place, c'est les mécanismes d'abord de la promotion de la production locale, de la production des médicaments essentiels génériques. Et pour cela, nous avons des industries ici en Afrique de l'Ouest. Nous avons par exemple au Nigeria, à Lagos, à Accra, ainsi de suite. Nous avons des industries qui sont certifiées par l'Organisation mondiale de la santé. Et au Cap-Vert aussi, nous avons une industrie là. Ce sont des produits qui sont certifiés de bonne qualité. Mais malgré ça, quand nos ministères de la Santé font des commandes de médicaments, vous allez voir le ministère du Ghana, au lieu de commander auprès des industries locales ghanéennes pour les produits qui existent, ils vont les commander en Inde ou en Angleterre. Et pour cela, l'OAS, qu'est-ce qu'il fait? Nous avons écrit des lettres sur le ministre de la Santé pour leur dire nous avons une capacité locale de production. Voilà les listes de médicaments qui sont produits, certifiés de bonne qualité par l'Organisation mondiale de la santé. Achetez-les sur place. Malgré ça, nos États préfèrent aller acheter ailleurs. Quand vous achetez ailleurs, avec le coût de transport, le produit devient plus cher. Et voilà où nous en sommes parfois dans nos pays. Donc il s'agit encore une fois à nos hommes politiques, à tous, de travailler sur cette question. Parce que, encore une fois, l'industrie de la fabrication des médicaments est une industrie très forte. Ils font de la forte publicité partout pour que nous achetions chez eux. Et cher. Le SG a posé deux questions. Je me réjouis de cette question. Je pense que le vice-président, je me réjouis de sa présence parce que c'est lui qui a piloté particulièrement la question de l'accord entre la CEDEAO et Venezuela-Cuba par rapport au paludisme. C'est un projet qui était basé à la Commission et c'est un projet de construction d'usines dans certains pays pour produire des produits pour la lutte antivectorielle notamment. Ce projet est un projet à l'heure actuelle à un stade, j'allais dire, stationnaire, parce que
nous n'avons pas beaucoup progressé depuis quelques temps. Avec la crise que nous connaissons au Venezuela et autres, il y a eu des missions récentes et nous ne sommes pas très avancés. Peut-être le vice-président peut bien nous donner plus d'informations sur ce qu'il connaît, même s'il a quitté depuis quelques temps. Mais la situation est stationnaire pour l'instant. Nous n'avons pas beaucoup avancé sur cette question de la production des produits comme la lutte antivectorielle dans le cadre de la coopération sud-sud que nous avons voulu renforcer avec Cuba et le Venezuela. Par rapport à la deuxième question, c'est le CDC ouest africain. Les chefs d'État et de gouvernement, sur la base des leçons apprises de la crise d'Ebola et de ce que je vous ai dit sur les réponses à nos maladies, ont décidé le 19 mai 2015 de créer un centre régional de surveillance et de contrôle des maladies, à l'image de ce qu'on appelle le CDC américain. Et ce CDC est basé à Abuja. À l'heure où je vous parle, ce CDC est mis en place, les organes de décision comme le conseil d'administration est en place, tous les textes réglementaires par rapport aux différents réseaux qui doivent graviter autour de ce centre ont été mis en place, les textes adoptés par le conseil des ministres et la conférence des chefs d'État, et la CEDEAO vient également d'autoriser le recrutement de 12 staffs qui vont travailler dans ce centre. Et nous travaillons avec les Nigérian CDC pour mettre donc un certain nombre d'expertises à la disposition des autres pays. Nous avons déjà des laboratoires de référence au niveau régional, des pools de formation, une plateforme, une SET santé qui est mise en place. Donc beaucoup est en train d'être fait sur ces questions et nous allons d'ailleurs faire un compte rendu de cette question au prochain Conseil des ministres sur l'état de mise en œuvre de ces centres régionaux de surveillance des maladies. Les députés Cissé, merci pour votre contribution. Par rapport à la visibilité de l'OAS, je pense que c'est ce que j'ai dit encore. C'est vrai, nous faisons beaucoup d'activités, mais nous restons pas très visibles à cause de l'absence dans les pays. Nous, on s'est basé, nous nous sommes dit, nous sommes une organisation des États. Et nous avons ce qu'on appelle des points focaux dans le ministère de la Santé, qui sont les points focaux OAS, qui sont les répondants de l'OAS dans les pays. C'est eux qui coordonnent en collaboration avec la cellule CEDEAO qui est basée au ministère des Affaires étrangères ou de l'intégration africaine, de l'intégration régionale. Ce sont ces cellules-là qui travaillent pour la visibilité au niveau donc ces informations sont à ce niveau-là, au niveau de... Malheureusement, pour l'instant, il n'a pas été possible d'avoir un agent de l'OAS qui est présent dans chaque pays à cause des restrictions. Quelqu'un qui parle là. Donc, pour des raisons de restrictions budgétaires. Il avait également posé la question sur le fonds dont j'ai parlé pour l'accès aux médicaments. Il s'agit d'un fonds qu'on appelle le fonds Gavi. Je pense que certains d'entre vous ont entendu parler. C'est un fonds qui est au niveau international et où les pays font des applications sur la base de leurs demandes. Ces mécanismes se mettent en place pour les aider à acquérir un certain nombre de médicaments. À ce niveau, l'OAS aide les pays dans la rédaction des requêtes, dans la manière la meilleure pour que ces requêtes puissent aboutir. Mais nous sommes également en train de travailler sur un mécanisme de commande groupée des pays. Parce que pour certains vaccins, si je prends par exemple le cas des vaccins contre la méningite, la production est faible. Quand vous les faites par pays, les industries ont tendance à ne pas soit le faire ou s'ils le font, ils le font à des prix très élevés. Donc nous essayons de mettre en place un mécanisme régional d'achat groupé de ces médicaments-là et de les stocker au niveau de notre centre régional. Nous avons un stock régional de sécurité qui est basé à Abidjan. C'est au niveau de ce centre-là que nous comptons mettre l'ensemble des produits essentiels qui permettent, en cas de rupture dans les pays, de répondre très rapidement à ces phénomènes de rupture, notamment des médicaments. Et ces mécanismes existent déjà. Et certains pays, comme par exemple le Ghana, le Sénégal, ont fait appel à ces mécanismes quand il s'agit de rupture dans leur pays. Bon, le député Apia, je pense qu'il a donné c'était une contribution par rapport aux régulations dans les pays et comment... Bon, la manière dont se font les enregistrements des médicaments dans les pays, les médicaments, c'est avant tout des produits commerciaux. Ils sont donc enregistrés à travers les registres de commerce
à travers des mécanismes au niveau de la douane et ainsi de suite. Mais tout cela se fait des fois de façon non suffisamment coordonnée au niveau des États. C'est pour cela que l'autorité de régulation que nous renforçons dans les pays puisse travailler avec ces autres contreparties, si j'allais dire, pour mettre en place un mécanisme plus efficace de contrôle de l'entrée des médicaments. Parce qu'une chose, c'est d'avoir l'autorité qui regarde la qualité, mais il faut que les autres secteurs travaillent au niveau des frontières par rapport à l'entrée des médicaments. Et ça, c'est le travail de la douane, c'est le travail de la police, etc., qui relève plus de la compétence des services de santé. C'est pour cela que, encore une fois, je reviens pour dire que cette question est une question multisectorielle qui demande l'implication de plusieurs autres départements pour que nous soyons plus efficaces. Je pense que le député Mané, j'ai déjà répondu à sa question par rapport à l'implication des communautés au niveau rural et comment mieux les assister à travers un plan de communication. J'ai répondu à cette question. Nos amis de la société civile ont posé des questions qui relèvent globalement de ce que a fait l'OAS sur la recherche au moment d'Ebola. Effectivement, nous coordonnons avec les instituts de recherche. Nous savons qu'aujourd'hui, Ebola dans sa forme clinique a peut-être disparu. Nous n'avons pas de cas. Mais les recherches disent que nous avons actuellement environ 17 000 survivants de la crise d'Ebola dans nos pays. Ces gens, il faut continuer à rester très prudents et les évaluer régulièrement. Parce que selon les recherches, ils peuvent, par des rapports sexuels, parce qu'on ne sait pas encore très bien, cette question n'est pas tout à fait élucidée, peuvent transmettre la maladie. On n'est pas sûr s'ils ne possèdent pas encore quelque part ces virus dans leur organisme qui peut être transmis par d'autres méthodes. Donc les travaux de recherche dans ce domaine se poursuivent, mais nous restons très prudents quant aux résultats de ces recherches pour l'instant. Dieu merci, nous n'avons pas de cas et nous espérons qu'il n'y en aura pas de cas de cette terrible maladie qui nous a fait tant de mal avec plus de 11 000 décès sur 28 000 cas qui ont été enregistrés dans le pays de la CDA. Donc voilà un peu les réponses que je voudrais apporter. Je n'ai pas eu la prétention de répondre à toutes vos questions. Je considère certaines comme des contributions que nous allons prendre en compte pour nous améliorer dans la mise en œuvre des politiques. Very much, Mr. Chairman and honorable members of this committee. Let me personally thank you for the recognition when I walked in and to have me as a part of this very important discussion. And I also like to thank the DG. I think he covered a great deal of the issues. The two that he wanted me to comment on, very briefly, I will add to what he has just said. One has to do with the visibility. And I think he mentioned the question of budgetary constraints. He covered it well because over the last 2 years, that has been a critical worry at the Commission and all of its institutions. How do we collect the levies to be able to support our operational budgets? That has been a very difficult point. I remember when we were visiting member states, we took upon ourselves to meet with each member state parliament. We met the parliamentarian, the joint session here in Liberia, and all the countries we attended. And the question was, how do we respond to this financial crisis? So I think the point he made in terms of the cost factor, yes, it's desirable for us to have all of our institutions in the member states, but the associated cost factor. The other thing that he didn't touch on vis-a-vis this visibility issue has to do with the ongoing institutional reforms. This reform process has taken a number of years, and going backward and forward. And the last we heard is that we may revert to where we were before the heads of state decision of 2012.
12. If that is the case, then all of the institutions we have to